Bonsoir, merci d'être avec nous à cette heure pour suivre le dernier journal et les titres de ce samedi 23h. Le vice-président de la République fédérale de Nigeria est en terre ivoirienne. Yemi Osinbajo a échangé avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Au centre de la rencontre, les travaux de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. Et justement, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane a pris fin aujourd'hui. La Côte d'Ivoire et le Nigeria unis plus que jamais. Plusieurs accords ont été signés pour activer les leviers d'une coopération efficace entre les deux pays. Et puis les attentes de la Côte d'Ivoire révélées au sommet de la COP26 sur le climat. La délégation ivoirienne est conduite à Glasgow par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce samedi avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Osinbajo, présent à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. L'entretien a porté sur les travaux de cette grande commission, de la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Viviane Haïma. Présent à Abidjan dans le cadre des travaux de la grande commission mixte ivoiro-nigériane qui se tient du 4 au 6 novembre, le vice-président de la République fédérale du Nigeria a eu un entretien ce samedi 6 novembre avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au menu de leurs échanges, les conclusions des travaux avec en point de mire l'accroissement de la coopération économique et sécuritaire entre leurs deux pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu donc au sein de la grande commission de coopération signer 9 accords avec la partie ivoirienne concernant donc les affaires consulaires et migratoires, l'agriculture, la lutte contre la drogue et les narcotrafiquants et bien d'autres accords qui sont très importants pour le développement de l'Afrique. Nous avons également travaillé sur le renforcement du secteur privé de nos deux pays et ce qui est en train d'être fait maintenant va nous permettre d'aller plus loin dans l'avenir. Nous avons eu également à travailler sur les questions de sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Mais j'aimerais aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous transmettre les salutations les plus fraternelles de votre frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Buhari. Si les relations ivoiro-nigérianes ont pris leur véritable envol depuis une dizaine d'années, la coopération entre les deux pays est désormais en construction. On le disait à l'instant, fin ce samedi à Abidjan de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. La rencontre a réuni 2 jours durant les délégations d'experts ivoiriens et nigérians en vue de redynamiser la coopération entre les deux pays. Alexis Ouetraogo. Établir l'état des lieux de la coopération ivoiro-nigériane et proposer des axes d'échange à travers l'adoption de projets d'accords multisectoriels. Voilà l'essence de cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. En tant que pays majeur de la sous-région au point économique, il est important que les deux pays collaborent pour leurs intérêts communs, mais également pour l'intérêt de la sous-région. La Côte d'Ivoire est leader dans la production de plusieurs cultures, le cacao par exemple, et le Nigeria pour le pétrole. Il est important donc que nous puissions collaborer à donc accroître la commercialisation de ces produits. Avant les assises, 2 jours durant, experts ivoiriens et nigérians ont travaillé à identifier les difficultés de mise en œuvre de l'existant pour dégager de nouvelles perspectives et élargir le champ de coopération, notamment sur l'agriculture, l'économie numérique, les affaires consulaires, l'immigration et les questions liées au trafic humain. Les deux pays portent des défis communs que sont le terrorisme, l'emploi des jeunes et la pandémie à coronavirus. La présente rencontre nous offre un cadre idéal pour discuter des défis de notre coopération,
la concrétisation des différents accords commerciaux qui existent entre nos deux pays et leur mise à jour en vue de prendre en compte de nouvelles priorités, une plus grande implication de nos secteurs privés respectifs dans les projets communs actuellement en cours, aussi bien dans les secteurs du ciment que dans les secteurs et les perspectives du secteur du pétrole et de l'énergie. Et enfin, le défi sécuritaire face à la recrudescence du terrorisme dans la sous-région. Notons que la première édition de cette session s'est tenue à Abuja en août 2013. Et au terme de cette deuxième session, les deux gouvernements se sont félicités de la tenue des travaux conformément à la volonté des chefs d'État ivoiriens et nigérians et surtout des bonnes dispositions du secteur privé à intensifier leurs relations. Plusieurs accords ont été signés. Les conclusions ont été lues par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Chefs de délégation ont procédé à la signature de 9 accords. 10 projets d'accords sont en cours de négociation et 10 nouveaux projets d'accords ont été initiés, ouvrant ainsi de nouveaux axes de coopération. Ils ont également procédé à la réactivation du mécanisme de suivi des accords signés, intitulé Commission spéciale de mise en œuvre, CME, et de suivi. Les deux parties se sont réjouies de la qualité des travaux de cette deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-nigériane et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la consolidation des acquis et au renforcement des liens d'amitié et de coopération. La troisième session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-nigériane se tiendra en 2023 au Nigeria, à une date qui sera fixée d'un commun accord par voie diplomatique. Autre volet de l'actualité, le collectif des docteurs non recrutés échange avec le ministre Adama Diawara. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté la réforme de la procédure de recrutement des docteurs dans les universités publiques. L'entretien oral sera précédé d'un test écrit. On note la fin des candidatures multiples. Didier Nguessan. Échange à bâton rompu entre les docteurs non encore recrutés et leur tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'arbitrage est l'affaire de Soro Mamadou, conseiller chargé du dialogue social. Tour à tour, Olivier Dali et Martial Adou ont égrené les difficultés liées à la procédure de recrutement. Ils font des propositions. Toute cette plaidoirie pourrait se résumer en cette seule phrase. Le souhait de la signature d'un décret présidentiel allégeant les procédures administratives et réduisant les coûts du recrutement des docteurs. Le nombre de docteurs non encore recrutés est, selon le ministère, 1120 et non 3000, comme annoncé par le collectif. Le nombre de candidats n'est pas égal au nombre de candidatures. Le nombre de candidats est strictement, je dis bien strictement inférieur au nombre de candidatures. Un seul docteur peut postuler à 2, 3, 4, 5. C'est ça qui détermine le nombre de candidatures. Adama Diawara annonce la réforme de la procédure de recrutement. Un seul dépôt de candidature, un seul concours. On va filtrer de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité. Et en plus, quand ils sortent, ils sont à 90%. Ils ont 90% de chances d'être recrutés. Cette année, 610 enseignants-chercheurs ont été recrutés, dont 160 glissements catégoriels. Pour 2022, le ministère du Budget prévoit 450 postes à pourvoir au premier trimestre. Parlons à présent du coronavirus, à commencer par les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 6 novembre 2021 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 2869 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs.
48 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 6 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 404 cas confirmés, dont 60 219 personnes guéries, 699 décès et 487 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 104 034. La Côte d'Ivoire a reçu ce jeudi dernier, 432 000 doses d'AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX soutenue par l'Union européenne. Ces vaccins sont en provenance de l'Espagne, la Finlande et de l'Islande. Noël Dagnogo, Franck Quadio. Le gouvernement ivoirien ne baisse pas les bras dans la lutte contre le coronavirus. 432 000 doses d'AstraZeneca ce jour, en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ce don est composé de vaccins de seringues et de chambres froides qui permettront une meilleure conservation des doses vaccinales à l'intérieur du pays. Ce matériel permettra aussi à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre vaccinale afin de lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Pour l'Espagne, il s'agit du premier don de vaccin en direction de l'Afrique, ce dont vient renforcer le lien de coopération entre les deux pays. L'Espagne est heureuse aujourd'hui de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le Covid-19. Et ça nous fait plaisir que les pays choisis soient la Côte d'Ivoire, un pays frère, un pays ami, un pays partenaire. Nous avons là la preuve d'une solidarité au niveau international, d'appui au pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste qui vient renforcer le mécanisme COVAX pour renforcer la disponibilité en vaccins. Les résultats de la vaccination suivent, ils sont meilleurs que dans d'autres pays et c'est un cercle vertueux qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de cette pandémie de la Covid. Des doses réceptionnées par le représentant du ministre de la Santé, de l'OMS et du représentant du ministre d'État et des Affaires étrangères, ainsi que de l'UNICEF. C'est une pandémie mondiale et donc la Côte d'Ivoire seule ou un pays seul ne peut pas guérir sans le mécanisme international et la solidarité internationale. Et donc nous saluons ce geste qui vient renforcer nos doses. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la population et donc demander à cette population de se faire vacciner, de faire confiance au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes qui leur donnent l'occasion de se protéger et de protéger leur famille contre cette pandémie. À ce jour, la Côte d'Ivoire a reçu plus de 7 900 000 doses de vaccins, dont 2 808 290 doses d'AstraZeneca dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la pandémie à coronavirus. Je le dis en titre, la Côte d'Ivoire est présente au sommet de la COP26 sur le climat qui se tient à Glasgow. 2 ministres ivoiriens sont en Écosse. Jean-Luc Assy et Alain Richard Donvaï ont présenté les attentes de la Côte d'Ivoire. Grace Kando, envoyé spécial. La Côte d'Ivoire, pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, veut se donner les moyens pour respecter ses engagements en matière de résilience. Le pays participe à la 26e conférence des partis à Glasgow en Écosse. Les ministres Jean-Luc Assy et Charles Donvaï ont défini les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous du climat. Nous avons en matière de forêt à passer de 9,2% de couverture forestière à 20% d'ici à 2030 et des engagements que nous avons pris et qui sont tout à fait déterminés. Et nous allons faire en sorte que ce programme-là soit financé. Il nous faut 616 milliards de francs CFA environ pour financer sur 10 ans notre politique forestière. Ce que nous attendons donc de cette COP, c'est qu'on reparte ici avec des résultats concrets. Que les pays qui se sont engagés donc, à accompagner donc, les actions des différents pays dans le cadre donc, de la réduction des gaz à effet de serre et les effets donc, des changements climatiques, ces engagements soient effectifs par les pays donc, qui ont pris donc, ces engagements. La Côte d'Ivoire a pris aussi des engagements en relation avec des actions concrètes, en relation avec des mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. Ces mesures ont besoin d'être accompagnées. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni est aux côtés de la délégation ivoirienne pour ensemble trouver des solutions durables aux questions liées à la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire se réjouit de prendre part à cette COP qui va contribuer à prendre des engagements plus fermes. Qu'en tant que pays en développement,
Nous ne sommes pas les plus grands pollueurs en fait, mais nos économies subissent de plein fouet les effets des changements climatiques et il est important pour nous de pouvoir être à ces assises et recueillir le plus grand bénéfice pour le bien-être de nos populations. Au cours de la COP26 à Glasgow, la Côte d'Ivoire mettra l'accent sur 5 thématiques: l'adaptation, l'agriculture, la transition énergétique, le transport et la finance. Le corps préfectoral invité à s'impliquer dans l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Une rencontre cette nuit à Yamoussoukro en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Kader Sogodogo. Le 8 novembre démarre le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021. Le corps préfectoral a été réuni à Yamoussoukro en sa qualité de maillon essentiel pour la réussite de l'opération. Nous avons besoin, dans ce cadre, de votre accompagnement, de votre soutien pour faciliter le travail des agents de collecte. Il s'agit de leur apporter toute l'assistance pour leur déplacement, leur introduction dans les ménages et tout autre appui indispensable à la réussite du recensement 2021. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, membre du Conseil national de recensement, a exhorté les préfets, secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets à parfaire l'opération pour des données fiables, source d'une meilleure planification du développement. Le président de la République est pour le développement. Et aucune action en matière de réalisation d'infrastructures de tout type, que ce soit l'eau, l'électricité, ne peut être bien adressée si préalablement on n'a pas un niveau d'information fiable sur le nombre de personnes qui vivent dans l'espace géographique déterminé. Donc cet exercice de recensement, de dénombrement qui doit être fait, est un exercice vital. Le corps préfectoral est plus que jamais déterminé. Tout projet de l'État constitue pour nous une instruction d'office. Et par conséquent, nous nous engageons. Je vais même plus loin pour dire que, avant même de recevoir ces instructions de ce jour, nous avions commencé depuis quelques mois à sensibiliser nos populations. Nous avons déjà réitéré l'engagement du corps préfectoral dans cette opération citoyenne d'abord, et puis qui nous incombe en premier lieu. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 va durer 21 jours et concerne l'ensemble des habitants. Le Conseil régional du Cavally marque un arrêt pour dresser le bilan de ses actions afin de mieux se projeter dans l'avenir. À mi-parcours, c'est un bilan positif qui a été présenté jeudi dernier à Abidjan. Cependant, pour la présidente du Conseil régional, Anne-Désirée Oloto, beaucoup reste à faire. C'est ce que nous rapporte Jean-Marc Djadji. Après les projets de développement, place à un bilan à mi-parcours dans la région du Cavally. Durant ces 3 dernières années, des investissements majeurs ont été entrepris à Guiglo, Bloliquin, Tout-le-Pleu et Taï. L'heure est venue pour ces ressortissants de ces 4 sous-préfectures de la région de faire un état des lieux et d'optimiser le bien-être des populations. Avec un taux de 60% de couverture médicale et de 75% de taux d'électrification des villages, la présidente du Conseil régional se dit satisfaite, mais ses acquis restent à être consolidés. Qu'à l'école du président Alassane Ouattara, il ne saurait y avoir de place pour l'autosatisfaction. Il nous reste encore beaucoup à faire. Et notre rêve est encore plus grand. Dès lors, je souhaite inviter mes parents, l'équipe dirigeante du Cavally, les élus, les cadres et toutes les populations du Cavally à retenir de l'enjeu de ce bilan la nécessité impérieuse de fournir ensemble plus d'efforts pour la paix et le bien-être de nos populations. 76% des subventions de l'État, à travers un programme trinal 2019-2021, ont été investis par le Conseil dans le secteur de l'éducation et de la santé dans le Cavally. Ministère de tutelle, membres du gouvernement, présidents d'institutions, tous ont tenu à soutenir l'initiative de cette collectivité et rappeler l'engagement du chef de l'État pour le Cavally. Toute action humaine appelle un bilan. Il faut qu'on soit tous en mesure de savoir d'où on part.
où est-ce qu'on va? À quelle étape sommes-nous de notre parcours? Et pour moi, c'est dans ce binôme que réside justement l'importance de la rencontre de ce matin. Beaucoup a été fait par le gouvernement pour améliorer les routes au niveau de la région du Cavally. Plusieurs projets ont été lancés, notamment l'aménagement et le bitumage des axes Bloléquin, Toulepleu, frontière du Libéria, et Toulepleu-Zonhounien, pour un total de 110 km de route. C'est avec un résultat de plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement dans le Cavally que la présidente Anne Oulouto compte mobiliser les élus locaux à travers une rencontre à Guiglo pour l'étape finale. Participer au développement du nord du pays, c'est la mission de l'UGN, l'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord. L'association apolitique est en train de se constituer. Justement, l'Assemblée générale constitutive est annoncée pour les 11 et 12 novembre prochains à Korogo. Konaté Moussa. L'Assemblée générale constitutive de l'UGN, l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord, se tiendra du 12 au 13 novembre à Korogo. Une rencontre des élus et cadres des 11 régions du Nord pour la mise en place effective de l'association et la désignation du futur président. Pour être transparent, nous avons lancé un appel à candidature publique. Un comité de 11 sages qui va servir de comité d'arbitrage issu de chacune des 11 régions assurera le patronage et la présidence de l'Assemblée générale. C'est à lui que reviendra la responsabilité de proposer à l'Assemblée générale un nom consensuel de celui ou celle qui présidera aux destinées de l'Union. L'UGN est une association apolitique dont le projet de création date de 2019. Elle vise la cohésion et la solidarité pour le développement. Face à la presse, le ministre Gilbert Kafana Koné s'est voulu rassurant sur les objectifs de la structure. Chers journalistes, depuis quelque temps, les réseaux sociaux et certains journalistes versent dans la manipulation et les procès d'intention. Le comité d'organisation que je dirige dénonce ces manœuvres et voudrait appeler l'ensemble des cadres et élus du Grand Nord à la mobilisation. Nous avons pris la résolution de nous organiser pour nous mettre à la disposition du développement de nos régions et au profit de nos parents. Les élus et cadres des régions du Grand Nord sont donc appelés à la mobilisation pour ce rendez-vous à Korogo. Un hommage sera rendu à Feu Amadou Gonkoulibaly, un des initiateurs du projet. Un mot de politique dans cette édition. Le mouvement Action 2020 annonce sa rentrée politique. Elle aura lieu le dimanche 21 novembre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Selon les organisateurs, c'est une cérémonie dédiée à la célébration de la Côte d'Ivoire nouvelle, unie et rassemblée autour du leadership de son Excellence Alassane Ouattara. Astou Touré. Le mouvement Action 2020, résolument engagé à soutenir le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour les élections 2025. Cette préoccupation était au centre d'une rencontre initiée par cette organisation politique. Le mouvement Action 2020 entend saluer les nombreuses actions engagées par le président de la République Alassane Ouattara au bénéfice des populations. Le 22 novembre prochain, le mouvement politique Action 2020 entend rendre un vibrant hommage au président de la République. Cette rencontre marquera également la rentrée politique du mouvement. Le challenge est encore grand. Pour nous, en tant que leaders de jeunesse, nous devons toujours rester éveillés pour accompagner le président Alassane Ouattara et attendre son mot d'ordre en 2025. Nous voyons les grands chantiers de développement du président Alassane Ouattara. Il est bon pour nous vraiment de démontrer à l'international qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes unis et que ce jour-là, nous aurons un objectif de plus de 8000 personnes pour dire merci à la Côte d'Ivoire pour le choix porté à notre président Alassane Ouattara. Rappelons que le mouvement politique Action 2020 a été créé en 2014. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, vient de publier un manuel des droits de la femme et de la jeune fille, un document qui relève les efforts consentis par le gouvernement, mais également les défis à relever en la matière. C'est une contribution du CNDH pour un meilleur plaidoyer. C'est ce que nous dit Michel Mambo.
L'état des lieux des droits de la femme et de la fille en Côte d'Ivoire. Les défis liés à la réalisation de leurs droits. Ce manuel de 46 pages conçu par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, fait le point et tire la sonnette d'alarme. Ce manuel se veut un outil d'aide à la décision, une contribution citoyenne à capitaliser les acquis et un levier à actionner pour continuer les efforts qu'il importe de ne point relâcher. À travers cette démarche, le CNDH ouvre la droite ligne des prérogatives qui lui sont conférées. Défi majeur de la réalisation des droits des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Ce manuel se veut un outil d'aide à la prise de décision. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue l'initiative. Nasseneba Touré rassure quant à l'engagement du gouvernement pour la cause. Ce document, et cela est à saluer, met un éclairage sur ces défis qui nous interpellent et nous mobilisent dans nos plans de réponse. La lutte contre les violences basées sur le genre est plus que jamais notre cheval de bataille et nos équipes sont à pied d'œuvre pour combattre le fléau dans une approche multisectorielle. La synergie des actions de lutte contre ces violences se renforce. La communication pour le changement de comportement, de même que les tests de loi pour la répression des viols, sont autant de stratégies de riposte qui appellent l'engagement de tout un chacun. Une remise symbolique de l'ouvrage aux membres du corps diplomatique présents à cette cérémonie et à ceux de la société civile, entre autres temps forts de cette rencontre. En culture, Avangou, village situé à 6 km de Jacquesville, a sacrifié pendant une semaine à la cérémonie de sortie de la génération Omancron. 7 jours rythmés par des rituels traditionnels et épreuves physiques pour attester la maturité des membres de la génération. Retour sur les temps forts avec Michel Digri. Ce sont des bambous confectionnés par les membres de la génération sortante Omancron. Le sens de ce rituel est donné par le chef de terre d'Avangou. Avant, nous dormions dans des cases en bambou. Ils doivent aller couper des bambous en brousse pour venir. Ils doivent construire aussi une maison pour leur papa de génération. Chaque homme remet le bambou à sa femme de génération. Celle-ci le portera pour faire le tour du village, jusqu'à la plage. Si pendant la procession un bambou tombe, cela est synonyme de malheur. La fête est annulée. Pour cette sortie de génération, les femmes ont relevé le défi à la grande satisfaction de leur mari de génération. Le mari de génération, c'est pas un mari en tant que tel. C'est un frère. Vous faites tout sauf le sexe. Parce que si vous partez au sexe, il y a un malheur qui va vous frapper. Une fois à la plage, tous les hommes plongent dans la mer. Une sorte de purification. Il est formellement interdit de se toucher, quel que soit le nombre des membres de la génération. De grosses plaies qui ne guérissent pas pourraient surgir à l'endroit du contact. Après la baignade, un repas est partagé en groupe pour sceller l'union entre les membres de la génération, désormais aptes à donner leur avis sur les questions liées à la communauté. En payant l'Adian, ce n'est pas pour prendre le pouvoir ou l'exercer comme chez nos frères Ébrié et Atié, mais c'est pour prendre part à la gestion du pouvoir. Donc ça marque donc notre maturité et notre responsabilité. La fin de cette sortie de génération est marquée par la danse Badan. C'est une danse qui ne sort pas à tout moment, à des occasions précises, à la sortie d'une génération et au décès, donc aux funérailles d'un membre de la génération. Toutes les étapes du rituel ainsi respectées, le témoin peut être passé à la prochaine génération qui sortira dans 2 ans pour perpétuer ce pan de la culture à l'Adjan. Dans le reste de l'actualité, en Sierra Leone, l'explosion d'un dépôt de carburant a provoqué la mort d'au moins 92 personnes à Freetown, la capitale. Un accident de la route serait à l'origine du drame. Selon des témoins oculaires, l'explosion a été provoquée par un véhicule qui a pris feu dans une station-service après un accident de la route. Le feu s'est ensuite propagé dans le quartier. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des voitures et dans les rues adjacentes. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut.